les ans, en janvier, la tradition, c'est la galette des rois. Mais on a une autre tradition française qui existe depuis 2016. Et ça se passe sur un des médias les plus visités par les moins de 35 ans en France, Bouscapé, qui a dévoilé sa liste des 11 à suivre en 2024. 11 artistes rap sur qui il faudra miser dans le futur. Les 11, ils sont passés au studio. Et pour la première fois, une playlist des 11 de Bouscapé est dispo sur les plateformes de streaming. Jola Green, Lazuli, Nono La Grinta, Ajna, Gapman, Jeune Lion, Quai de Prodigy, Mola PSA, Les Will, Les Deux Spi, Ekel, GRK. Et on a un invité spécial pour parler de tous ces artistes et de la playlist. C'est Amadou Ba, le Big Boss et le cofondateur de Bouscapé. Salut Amadou, ça va ? Salut, ça va et vous ? Ouais, on est bien, hein, merci d'être là. Parce que c'est pas si souvent en vrai que tu parles dans d'autres médias. Et on a beaucoup de choses à te demander aujourd'hui. On va démarrer par l'actu évidemment, les 11 à suivre. Ça fait 8 ans que vous faites ça et Guiran, t'as vérifié les noms des années précédentes. Oui, par curiosité, depuis 2016, on a Damso, Hamza qui était là dans l'une des premières, de la première édition. Puis il y a Nino, Zola, Maes, Os l'Enfoiré, SDM, La Fève. Tous ces noms sont aujourd'hui connus et reconnus dans le rap français. Ils ont tous été à leur début dans la liste des 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. Donc la première question, c'est comment ça se passe? C'est quoi les critères? Comment ça se passe la sélection? Déjà la sélection, on est plusieurs à sélectionner. Il n'y a pas une personne, on est 4 ou 5. C'est un peu la rédaction avec des goûts et des couleurs différentes. Mais c'est que des gens internes? C'est que des gens internes. Okay. C'est que des gens internes. Donc c'est des longs et grands débats comme tu peux imaginer. Et chacun en fait fait sa liste et après on se voit ensemble et on décide en fait. Et les critères principaux, c'est surtout de se dire qui sont les artistes qui vont compter sur l'année 2024, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de ceux qui viennent de sortir un morceau ou ceux qui viennent de sortir quelque chose un peu frais, c'est qui va faire des choses en 2024, qui va transformer en 2024, c'est un peu ça l'idée. Et comment ça vous pouvez le définir, qui va faire des choses en 2024? On est Bouscapé, tu sais. Ouais. Mais moi je veux des infos sur les critères particuliers. Non, mais en fait les critères sont avant tout musicaux déjà. Et après c'est aussi on connaît à peu près l'actu des artistes, ce qui va arriver, etc. Et l'idée c'est aussi de jauger par rapport au public, par rapport au buzz si je puis dire. Comment c'est des artistes qui vont compter sur l'année à venir. Évidemment, donc comme tu dis, c'est-à-dire que vous avez une visibilité puisque vous êtes en contact régulier avec des maisons de disques qui peuvent vous envoyer des trucs. Vous avez déjà écouté les projets de Jola Green, potentiel, de Lazuli, de choses comme ça. Vous écoutez en avance ou bien vous savez que ça va sortir et vous estimez comme ça? Non, mais en fait, on suit leurs actus si tu veux. Après, c'est aussi notre métier d'être branché sur la nouveauté, sur les choses qui vont arriver. Et oui, il y a des titres qu'on écoute un peu en avance ou des fois c'est du flair quoi. C'est un peu un travail de DA quelque part. Ouais, mais d'ailleurs c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est un projet là. C'est ça. J'imagine que vous essayez aussi d'être un peu représentatif, de pas avoir que le même type de rap, c'est ça l'idée? Je crois que cette année c'est la liste la plus hétéroclite qu'on a depuis le début. Et l'idée, c'est d'essayer de... Aujourd'hui, le rap est très segmenté. Et c'est comment on arrive à le représenter à travers cette liste-là. En sachant qu'on a un public aussi varié, c'est comment on arrive un peu à toucher tous ces segments différents. Et est-ce que vous vous dites qu'il faut absolument, par exemple, depuis quelques années, vu l'émergence de la scène féminine, rap, vous vous dites qu'il faut forcément, dans le classement, il faut qu'on ait au moins 2 meufs, par exemple? Non, on se dit pas ça. Okay. En fait, on n'est pas dans des quotas. On s'est même fait bâcher de nombreuses années parce qu'il n'y avait pas de filles dedans. Mais en tout cas, moi, je me refuse à rentrer dans ces histoires de quotas. Toutes les filles qui sont là, c'est parce qu'elles sont méritantes et qu'elles devaient être là. Mais ça doit être dur parce que quand vous arrivez, tu dis que vous êtes 4 ou 5, vous arrivez là, vous mettez autour de la table, là, il y a des listes mais interminables et vous êtes obligé de vous séparer de gens que vous avez kiffé, des morceaux que vous avez kiffé, vous dites non mais celui-là il faut absolument qu'il soit dedans. Alors toi, j'imagine que tu as dû te défaire de talent. Si tu devais nommer là un super sub, une rappeuse ou un rappeur, si on faisait la liste des 12 au lieu de la liste des 11. Je sais que ça reste compliqué, mais si tu devais nommer une personne, ce serait qui? En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on commence à discuter de la liste en octobre. Donc je crois qu'on se fixe là-dessus fin octobre. Okay.
Et là, cette année, vu qu'on a sorti le projet, donc il fallait quand même être assez en avance, etc., pour réussir à caler la liste. Donc c'est entre octobre et janvier, bah forcément, t'as des artistes qui pop. Ouais. Et s'il y en a un 12e que j'aurais pu ajouter, ça aurait été The Quin. Ouais, The Quin. Ouais. The Quin qui est présent, qui est un des feats sur l'album de La Fève. Ouais. Et qui vraiment, La Fève là, lui a fait une passe décisive assez incroyable. Le The Quin La Fève est assez fou. Morceau. Assez fou. Voilà, évidemment, donc ça, c'est une question qui va être posée, évidemment, puisqu'on en a parlé dans les critères. Puisque ça va être posé. Est-ce que les gens qui sont là, est-ce que c'est des gens qui ont payé ? Bien sûr, beaucoup. Tout est payant chez nous. D'ailleurs, évidemment, Ahmad est ici. D'ailleurs, on l'a payé. On l'a payé pour me lever le matin et pour venir. Exceptionnellement. On paie jamais aucun invité, mais... Ça va, ça nous a coûté 2 gobelets de thé. Pour l'instant, il nous a pas fait le gros tac. Fazio, tu voulais poser une question justement sur une des rappeuses. Yes, on doit forcément en parler parce que ça a fait pas mal de bruit sur Twitter ce week-end et vendredi. Les paroles du son de la rappeuse K de Prodigy sur votre projet ont fait réagir beaucoup de mecs qui lui reprochent de parler sexcrément. On passe un extrait. Je suis bouscapé, bousca prodige, bien tout bouscaqué. Beaucoup dans ma tête, j'ai craché mon jus comme un boucaquet. Au taquet, comme Ferreira et son gros paquet. Voilà, c'est quoi votre réaction à ce sujet ? Franchement, qu'est-ce que tu veux dire à ça ? Il n'y a qu'à écouter les paroles des rappeurs tout au long de l'année. Ils parlent que de ça. Donc quand c'est une fille qui parle de ça, ça dérange tout de suite. Ouais, c'est un non-débat pour moi en vrai. Je suis grave d'accord avec toi. Vraiment. On a eu un chip circulaire. C'est quoi, même en écoutant le morceau, je te dis, ça m'a même pas interpellé. Je me suis jamais dit à un seul moment que ça allait créer de la polémique. Bah en fait c'est plus que de la polémique, c'est juste des... Enfin de la polémique, mais en tout cas que ça allait faire réagir dans ce sens-là. Surtout qu'en plus il est technique là, le bouscapé, le morceau il est incroyable. Et la vidéo, si tu vois la vidéo, la meuf elle a une attitude, c'est un truc. Elle est super forte. C'est dingue ce qu'elle fait. Et Case the Prodigy d'ailleurs, quand on avait reçu Chrono Music en début de saison là, là, il nous avait parlé de 2 artistes, il nous avait parlé de Diamé et il nous avait parlé de Case the Prodigy. Donc il était, ça se trouve, il aurait pu faire la liste. Avec vous. Ça m'étonne pas que tu dises ça parce qu'en plus quand on connaît ce qu'elle fait. T'excites pas sur ce couplet là, puisque si t'écoutes en fait son travail, c'est tout ça en fait, son travail. Oui. Et elle te montre que elle aussi elle peut parler comme un gars, qu'est-ce qu'il y a, elle aussi elle baise, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Exactement. C'est surtout que son couplet c'est pas que ça non plus, tu vois. Et puis même si c'était que ça, je veux dire à un moment donné, en plus elle rappe de manière technique, c'est bien, c'est pas juste un truc. Tu connais Twitter. Bien sûr. On commande tout, il faut trouver des choses à dire, sinon c'est plus intéressant. Bien sûr. Aujourd'hui, justement, il y a pas mal de concurrence. Avant, vous étiez quasiment les seuls sur le créneau. Aujourd'hui, il y a Deezer qui fait aussi la relève qui fait aussi qui met en avant des jeunes artistes avec la relève. Raplume a sorti par exemple des mixtapes et fait même le calendrier de l'Avent avec des feats inédits de rappeurs. Alors c'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même ils essaient d'allier des OG avec des plus jeunes. TikTok révèle beaucoup de jeunes rappeurs. Est-ce qu'aujourd'hui là t'as la pression quand tu fais la liste de pas se planter pour rester pertinent dans le paysage saturé là, des médias rap français? La pression non, mais quand même on se dit qu'il faut qu'on ait une proposition différente forcément. Tu te dis ça. Mais non, pas de pression. Je pense qu'aujourd'hui, en toute humilité, là, les 11 rappeurs, c'est devenu une sorte d'institution. De toute façon, quand t'es parodié par Mister V, t'as gagné. C'est vrai que ça. Les 11 rappeurs à ne pas suivre. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Mais après, oui, l'idée, nous, surtout, c'est de se dire comment on arrive chaque année à réussir à renouveler le truc, à amener une DA différente à chaque fois. C'est un peu ça l'enjeu. Là, on sort le projet sur celui-ci. Qu'est-ce qu'on va essayer de trouver pour le prochain? C'est surtout ça, en fait, pour essayer de perdurer, quoi. Et ça, justement, toute la DA, tu dis, c'est tout se décide à partir de octobre. À partir d'octobre, quand vous faites la sélection, vous n'avez pas, vous, avant, déjà réfléchi à, même sans parler de qui va être dedans, mais tiens, voilà ce qu'on veut faire sur le clip, sur les visuels pas et du tout. Non, franchement, on fait tout en interne. Et franchement, je félicite déjà mon équipe parce que on a que des jeunes talentueux, mais je te jure, ils me mettent des claques à chaque fois.
Et tout est décidé vraiment en interne. Chacun propose ses idées et puis après on essaie de trouver la meilleure idée possible et de la mettre en image. Est-ce que la réunion se fait dans la grande salle du fond? Même pas elle se fait dans la cuisine. Okay. D'ailleurs, le rap, c'est un peu le genre musical qui est le plus touché, je trouve, par ce besoin d'aller diguer des jeunes talents de demain. Et il y a un peu une course constante un peu à qui réussira à trouver les meilleurs rookies, etc. Qu'est-ce qui explique, selon toi, cette culture du digging dans le rap? Parce qu'on a que des experts. En vrai, le rap, c'est vraiment, pour moi, c'est une musique d'experts. Tu sais, c'est un peu comme le foot. On a, je sais pas combien de sélectionneurs. Ouais. Et ben là, c'est pareil. C'est qui va réussir à trouver la perle rare ou qui va écouter. Tu sais, c'est souvent. Vous le connaissez maintenant, mais nous on l'écoute depuis. Tu vois, mais c'est un truc un peu les puristes, un peu. Ouais, mais en vrai, c'est ça. C'est un public d'experts. Tu vois. J'ai l'impression que c'est, en tout cas en France, j'ai l'impression que c'est que dans cette musique-là qu'on retrouve un peu cette typologie d'auditeurs. Je pense qu'on l'avait dans le rock avant. Oui, aussi avant. Ouais, je pense qu'on l'avait dans le rock avant. Tout ce qui est partie punk aussi, etc. Et d'ailleurs, est-ce que selon toi, cette recherche un peu constante d'artistes en devenir, ça rendrait pas aussi des carrières plus difficiles à maintenir? Parce que du coup, on a un renouvellement qui se fait super rapidement, automatiquement, quoi. Ouais, bah c'est surtout qu'aujourd'hui, le rap, ça a tellement explosé, c'est devenu quelque chose de mainstream, donc ça touche tout le monde, c'est devenu très gros, t'as beaucoup d'artistes, donc c'est plus compliqué de diguer. Et surtout, dès que t'as un artiste qui commence à pop, t'as tout le monde qui est dessus, et une fois que c'est signé, c'est limite, on dirait que ça sert plus à rien, parce que ça vient d'être signé. Vrai. Mais d'ailleurs, je me disais, depuis 2005, depuis le lancement de Bouscapé et tout, qu'est-ce qui a changé? Comment on repérait des rappeurs en 2005, début des années 2000, mi-année 2000, et comment on le fait aujourd'hui? Parce qu'il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, tout ça. Donc toi, est-ce que déjà tu vois une grosse différence et comment tu l'as vu cette différence? Parce qu'avant on allait dans des freestyles, non? On allait voir les gens, c'est clair. En vrai. En 2005, c'était beaucoup du bouche à oreille, c'est des discussions en studio, beaucoup de studios, etc. Quand tu croises les artistes qui te parlent d'un tel ou d'un tel, etc. Aujourd'hui, t'as TikTok, t'as Twitter, t'as plein de choses en fait qui permettent à tout le monde de devenir un digger, si tu veux. Et c'est ce qui change un petit peu aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, c'est que bénéfique en fait. Tu préfères Vraiment? C'est bénéfique. C'est que bénéfique. Bien sûr, aujourd'hui, t'as moins. Moi, je suis pas nostalgique. J'allais dire, je suis pas. Amadou est connu pour ne pas regarder. Moi, je regarde pas en arrière. Je suis pas dans un truc de putain, c'était bien avant, etc. Non, il faut avancer. Maintenant. Ouais, il faut avancer, il faut évoluer avec son temps. Tu vois, nous, on a commencé en 2005. Le rap, c'était dur. Hein. Sans vouloir faire le miskin, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, quand t'es en face de gens qui comprennent cette culture, même des gens qui sont dans des postes assez hauts, décideurs, c'est des gens qui comprennent cette culture, qui ont grandi avec cette culture, donc c'est beaucoup plus simple à bien des égards. Donc non, il faut pas se plaindre, au contraire. Tu trouves que la culture est comprise maintenant même par plus de gens? Ouais, clairement. Nous, je me rappelle des premiers rendez-vous qu'on faisait quand on faisait des partenariats, ne serait-ce que ciné, et qu'on devait aller voir des gens qui avaient rien à voir avec notre milieu. C'était limite, fallait se déguiser, mettre une chemise, un polo, etc. pour être frais. Aujourd'hui, t'arrives en casquette, t'arrives en jogging, c'est bon, tu vois. C'est la nouvelle pop culture. Donc elle est comprise par tout le monde. Moi, j'ai commencé, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Les mecs de 41 ans ou les femmes de 41 ans, c'est elles qui gèrent aussi. C'est elles que je retrouve et c'est eux que je retrouve à des postes importants, des décideurs. C'est avec eux que je discute. Donc c'est beaucoup plus simple, ouais. Ok. Je trouve. Ahmad de Bouscapé, donc comme on l'a dit, Bouscapé va fêter ses 19 ans, donc l'année prochaine ça sera les 20 ans du site. En 20 piges, il y a pas mal de choses qui ont changé. Fif de Bouscapé, son légendaire chapeau vogué vers d'autres horizons. Il y a d'autres figures emblématiques comme Nico, Colombien, Thomas de l'ex-JDR ou encore Sarah Harouri qui sont aussi partis. Il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2-3 ans, le logo et le site ont été redesignés. Est-ce que aujourd'hui Bouscapé est en train de redéfinir une identité? Et surtout, là c'était avant les 11 rappeurs à suivre, maintenant c'est plus que les 11 à suivre, le logo et la baseline a changé. Surtout, est-ce que tu diriges toujours aujourd'hui un média rap ou t'as envie de faire autre chose? Moi, comme je dis toujours, c'est le rap, ça reste l'ADN de Bouscapé. Après, aujourd'hui, comme tu dis, ça fait 20 ans qu'on existe quasiment. Et il faut évoluer. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à continuer à exister. Donc, sans ce renouvellement, en fait, ça serait compliqué. Et aujourd'hui, on se définit
comme un média rap, oui, mais pas que. On est surtout un média autour de la culture. De la culture rap au sens large ou de la culture en général? La culture en général. Tu vois, aujourd'hui, même ça va bientôt changer notre slogan, mais je vous le donne là, ça va être culture d'impact. En fait, aujourd'hui, Bouscapé, culture d'impact. Ouais, l'idée, c'est comment on arrive à faire des choses impactantes. Pendant longtemps, on a couru après les chiffres, etc. C'est-à-dire qu'on avait les plus beaux chiffres, les plus belles audiences, etc. Donc ça, c'est bien. Je pense que tout le monde est au courant qu'on fait des grosses audiences. Maintenant, l'idée, c'est vraiment comment on arrive à être impactant. Là, j'ai un rédac chef qui est arrivé il y a 1 an et demi à peu près, qui s'appelle Jalal, qui est l'ancien rédac chef du Mondi Blog. Et l'idée avec sa venue, c'était aussi d'avoir un côté un peu plus sociétal sur Bouscapé, de pas s'arrêter qu'au carcan du rap. Et comment on arrive aujourd'hui à être impactant sur des sujets en fait qui touchent les jeunes, qui touchent la culture et impactant. Est-ce que tu peux définir ce que c'est pour toi l'impact, être impactant? C'est réussir à, au-delà des chiffres, c'est réussir à faire quelque chose qui a un message. Tu vois, là, récemment, on est parti interviewer un coach d'une équipe de foot parisienne qui revient un peu sur tout le phénomène, ce qu'on appelle le projet Mbappé. C'est les parents là, qui mettent la pression, etc., etc. Et c'est une vidéo qui a duré, je crois, 2 minutes 50. Et en fait, je sais que tout le monde l'a vue et qu'elle a été impactante parce que son discours a été très juste, tu vois. Et nous, c'est comment on arrive aujourd'hui à sortir des contenus comme ça, originaux, que tu verrais pas ailleurs, et qui sont commentés, créer de la discussion. Ça, c'est difficile de se dire que, parce que beaucoup de... tu vois le truc sur la culture Mbappé, quand tu dis de ne pas voir ailleurs, pourtant c'est aussi des formats courts comme ça. C'est ce que fait aussi Brut, c'est ce que peut faire aussi Combini. Comment tu fais pour te différencier avec ça? C'est quoi l'idée? Déjà, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense qu'on a beaucoup plus d'odeur, si je puis dire. C'est-à-dire que quand je dis odeur, je veux dire que nous, on s'est construit... Moi, je suis un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, je suis plus très jeune aujourd'hui, mais j'ai grandi dans le 91. En vrai, nous, on n'était pas prédestinés à créer un média qui a un tel impact. Donc, je pense que l'authenticité qu'on a réussi à apporter au départ de Bouscapé, on l'a toujours pas perdu. Et tant qu'on le perdra pas, on sera là encore. Et je pense que des médias comme Brut et Combini qui sont très bien, et on regarde ce qu'ils font, etc. Il y a même des choses qui nous inspirent. On a beaucoup de respect pour eux. Mais je pense que l'authenticité qu'on a, ils ne l'ont pas. Alors justement, parlons d'authenticité parce que là aussi, évidemment, avec l'évolution, il y a des critiques qui se font en disant que tu disais que le rap c'était ton ADN. Il y a des gens qui pensent que l'ADN a changé chez Bouscapé. On peut parler de 2 moments précis, l'interview d'Emmanuel Macron et plus récemment dans un autre registre, la réaction de la Fouine de Laouni à la vidéo sur lui. 2 épisodes avec des critiques. Pour toi, est-ce que, en effet, ça c'est 2 moments où tu comprends les critiques qui sont apportées, ou est-ce que tu assumes à 100%? Moi déjà, j'assume tout. Tout ce qu'on fait, même les erreurs, je les assume. Sur Macron, je pense pas que c'était une erreur. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Ah ouais? Ouais. Je pense que juste, peut-être, il y a 2 choses que je changerais si je pouvais. En fait, c'est que quand on arrivait avec l'interview de Macron, nous, on savait déjà qu'on allait prendre cet axe sociétal. C'est qu'il n'était pas encore arrivé. Donc, c'est vrai que quand c'est arrivé, l'interview, les gens, ils voient Macron sur Bouscapé, ils ne captent pas. Donc, oui, vous avez parlé de violences policières, vous avez parlé d'immigration, enfin, vous avez choisi des topics très... Et c'est surtout, quand on fait l'interview de Macron, les choses dont on parle, on n'a pas fait un épisode de Dans la Gova avec lui, tu vois. On a parlé de vrais problèmes qui touchaient les jeunes et qui touchaient les quartiers. Après, je pense que ça va avec l'air du temps aussi aujourd'hui. La plupart des gens ne regardent même plus les contenus. Tu vois, l'interview, je crois, faisait 45 minutes. Les gens se sont arrêtés à la photo d'annonce et aux capsules. Mais personne n'est parti vraiment regarder ce qu'on disait dedans. Après, demain, si jamais tu juges l'interview de manière intrinsèque en te disant que tel journaliste n'a pas bien fait son travail, il aurait dû poser cette question ou telle question, ça, je veux bien l'entendre. Tu vois, les critiques, j'ai aucun problème là-dessus. Mais je pense que c'est de la mauvaise foi de dire que quand on fait l'interview de Macron, on joue le jeu de Macron. Non, pas du tout. Si tu regardais l'interview, si tu avais vraiment vu l'interview, tu peux pas tenir ce propos-là. Et sur la Fouine, alors, est-ce que tu penses que le contenu était irrespectueux de sa carrière? Sur la Fouine, franchement, je pense que le contenu, ce que je disais à Thomas, c'est un des contenus qu'il a fait chez nous qui est le mieux écrit. Vraiment. Je trouve que la vidéo, elle a rien d'irrespectueux. Après, peut-être que le titre
Le premier titre était peut-être un petit peu fort, ça je le reconnais, et je peux comprendre qu'en fait ça l'ait heurté parce que les artistes sont un peu plus susceptibles que nous. Mais après pareil, hein, je l'assume totalement. J'ai eu son manager après au téléphone qui m'a demandé des excuses publiques, je lui ai dit je les ferai jamais. Je vais pas m'amuser en fait à appeler les rappeurs ou les managements à chaque fois qu'il y a un sujet qui leur plaît pas. C'est aussi ça, tu vois, d'être indépendant et de faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Mais en tout cas, il n'y a rien d'irrespectueux, il n'y a aucune intention de nuire à la Fouine. Et demain, si jamais il veut faire un contenu avec nous, c'est le bienvenu. Et justement, là, j'ai envie de poser cette question-là. Vous avez reçu Emmanuel Macron, tu as envie d'avoir un truc sociétal. Potentiellement, tu pourrais avoir d'autres candidats à la présidentielle? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que Macron, c'est une opportunité. C'est que c'est eux qui nous appellent pour faire l'interview. Et moi, j'ai posé mes conditions. C'est-à-dire, je leur dis, quand vous venez, ok, vous n'aurez pas droit de regard sur les questions ni sur le montage final. On tournera l'interview chez nous. Et on ne veut pas que ce soit qu'ils fassent une interview Enfin, il ne faut pas qu'ils fassent le même contenu chez un concurrent. Ils ont répondu quasiment oui à tout, sauf au fait de tourner chez nous pour des histoires de sécurité. Mais en vrai, en 20 ans de carrière, je crois que c'est l'interview la plus simple qu'on ait réalisée, parce qu'il n'y a personne qui a demandé à revoir les questions, il n'y a personne qui a demandé à revoir le montage. Ça, c'est pas une chose qui arrive très souvent. Souvent, les rappeurs, ils ont envie mais est-ce que je peux voir le montage, est-ce que je peux savoir si jamais j'ai été bien, etc. Et là-dessus, on n'a pas eu de souci là-dessus. Et par rapport à la communauté, à la base que vous avez déjà, à la base de fans, les gens qui vous lisent, qui vous écoutent, tu penses pas, Ahmad, qu'il fallait expliquer ça en amont? Genre, vous l'avez fait ou pas? Ouais, on l'explique. Ouais. En fait, quand l'interview elle commence... Avant qu'elle sorte, non. Est-ce que vous avez expliqué la démarche? On a eu cette opportunité, l'équipe de Macron nous a contactés, ils veulent faire leur propre com, mais nous on a mis nos conditions. Non, au début de l'interview, en fait, je prends la parole et j'explique le contexte. Et après, j'avais mon émission L'œil de la rédac, dans lequel je reviens aussi là-dessus. Mais t'estimes que t'avais pas à faire ça avant, quoi, avant la publication ou quoi que ce soit, enfin t'avais pas à expliquer. Non, franchement, honnêtement, je me suis pas dit que ça allait être aussi mal pris, très honnêtement. Je pensais pas que Macron était aussi détesté à ce moment-là. Après, je peux comprendre le timing, les gens de se dire oui, mais c'est entre deux tours, etc. Mais encore une fois, c'est quand il arrive chez nous, on lui déroule pas le tapis rouge, on n'est pas là en train de dire voter Macron. Il n'y a aucun moment donné, tu vois, où on pousse dans ce sens-là. Après, chacun a sa sensibilité. Donc, qu'il y ait des gens qui ne l'aient pas compris, je peux capter. C'est-à-dire que, tu le dis au début, il y a que des coups, t'avais des coups à prendre. Vous recevez Macron, c'était entre les deux tours. Ouais. C'était Marine Le Pen. Vous n'avez pas reçu vous n'aviez pas envie de recevoir Marine Le Pen. Mais donc. Non, mais tu sais, regarde, toute l'année, sur les réseaux, partout, on pleure en se disant que Macron ne comprend pas les quartiers, que les politiques ne comprennent rien, etc., etc. Moi, je t'ai dit, j'ai grandi dans un quartier populaire, je suis le troisième d'une fratrie de 8 enfants. On a grandi dans un F3. Avec mes parents, on était 11 dedans. Demain, j'ai l'occasion d'avoir Macron en face de moi et de poser des vraies questions qui nous touchent, nous, et qui touchent les quartiers. Pourquoi je dirais non? Je t'ai dit, si c'était à refaire, je referais pareil. Bien, et alors, justement, tu parlais de contenu sur les réseaux. Il y en a un qui en a repéré quelques-uns qui voudrait ta réaction dessus. C'est l'heure du radar de Tasio. Réseau. Alors, on va passer quelques extraits de contenu et tu vas réagir dessus. Poser une petite question, bien sûr, en rapport avec ces derniers. Premier extrait issu du podcast Follow Me, dans lequel était interviewé le youtubeur tech The High Collection. Les journalistes, ils se disent mais en fait le mec il sort d'où? Il a pas fait d'école, il a pas fait d'études, il a pas la carte de presse. Pourquoi il est là? C'est un imposteur entre guillemets. Et puis après les journalistes ont commencé à voir que on n'était pas que des imposteurs. On connaissait le produit, on travaillait beaucoup, même plus parfois que eux. En fait, ce qu'on constate dans cet extrait, c'est que le rapport de tension qui peut exister entre les journalistes et les créateurs de contenu, il est vraiment palpable. Or, aujourd'hui, il y a vraiment de très nombreux créateurs qui sont spécialisés dans les contenus rap. Comment est-ce que vous, en tant que Bouscaka FM, vous vous positionnez en tant que média face à l'existence de ces influenceurs? Est-ce que même ça implique aujourd'hui de redéfinir votre place, votre stratégie dans cet écosystème-là? Tu sais, nous, quand on est arrivé en 2005, il y avait des médias qui existaient déjà, c'était la presse papier. Donc quand nous on est arrivé avec nos petites caméras et qu'on s'est dit on va pas faire de l'écrit, on va faire que de la vidéo parce que c'est ce qu'on a envie de faire, on a été vus comme des ovnis et comme pas légitimes. Aujourd'hui la frontière elle est très mince entre l'influence, le journalisme et la communication, tu vois, tout est la pub, tout est un peu les frontières elles sont floues.
Donc quand t'as des youtubeurs comme Raska ou comme d'autres qui font du très très bon travail et qui s'entourent en plus très bien, parce que Raska, je crois que ses vidéos elles sont coécrites par Nicolas Roger, ce que tout le monde connaît en tout cas dans le milieu rap. Nous on voit pas ça comme quelque chose de négatif, bien au contraire. C'est ça fait que mettre en lumière notre culture et ça fait que mettre en lumière cette musique. Donc non, moi pas du tout, mais par contre oui, on regarde ce qu'ils font et c'est des codes desquels on s'inspire aussi des fois sur certaines vidéos, etc. Tu vois là Thomas, le format qu'il a chez nous aujourd'hui, Facecam, etc. C'est des contenus très 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 youtubeurs en vrai. Et puis non, franchement on est très à l'aise avec ça. Est-ce que vous considérez potentiellement comme étant un peu concurrent aussi, une concurrence qui est bienveillante, tu vois, mais est-ce qu'il y a un petit rapport de concurrence entre les influenceurs et les médias aujourd'hui? Je pense pas en tout cas sur le contenu et peut-être sur le segment de la pub. Peut-être que demain un annonceur aurait plus tendance à aller chez eux parce que ça va coûter peut-être un petit peu moins cher, etc. Peut-être, mais non, en tout cas sur le contenu, on fait clairement pas la même chose, je pense. Ok, très bien. Second contenu, du coup, 2 passages du clash entre Benjamin Epps et 404 Billy. C'est peut-être ce qui t'a rendu gaze. Je te clash pendant 5 minutes. C'est déjà plus que quand tu baises. Je suis en train de donner une carrière, tu devrais me remercier. T'as un feat avec Damso, mais t'as jamais percé. Bon, on le sait, la vie de la scène rap est ponctuée de nombreux clashs. En ce moment, d'ailleurs, on a de quoi faire, hein, comme on vient de l'entendre avec Benjamin Epps et Billy. Mais vous, en tant que média, quel regard est-ce que vous posez sur les clashs? Est-ce que vous pensez que c'est positif pour l'industrie? Et même, est-ce que vous les traitez comme juste n'importe quel autre sujet d'actualité, du coup, dans votre média? Nous, depuis 2015, on a fait le choix de ne plus parler de clash sur Bouscapé parce qu'on trouvait que ça prenait des proportions un peu reloues et on voulait pas participer à ça. Donc pour tout vous dire, on a énormément perdu en audience quand on a arrêté de parler des clashs, mais bon après c'était un choix et c'était un positionnement qui nous a été bénéfique sur la suite. Après là concernant le clash Benjamin Epps et 404, quand même j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même beaucoup plus centré sur la musique que sur ce qui peut être en dehors de la musique, et j'ai trouvé ça quand même assez bien fait sur les deux. Si j'ai une préférence pour celui de 404 Billy, pour moi 404 il a gagné clairement. Ok. Et puis voilà. Et tu penses quoi des faux clashs? Des trucs un peu genre Taiki avec Tadjou et tout, machin. Ouais, flemme un peu. Non, on est fatigué. En 2023, faut arrêter avec ça. Et bah, tu sais quoi, justement, en parlant de flemme, pour conclure, Guérin et Laurence vont nous lire un florilège d'actu partagé par Raplume qui ont tout un point commun. Tu verras. Zola vient de réactiver son Instagram et a supprimé l'intégralité de ses photos. Kekra a changé de photo de profil et supprimé toutes ses photos Instagram. Nous sommes le 19, il est 19h19, SCH a supprimé tous ses posts d'Instagram. Dinos a supprimé tous ses posts Instagram. Bon, on parlait de faux clash, tu penses quoi de cette mode qu'ont les rappeurs aussi d'archiver leur compte Insta à chaque annonce qu'ils veulent faire, putain? Après, ça dépend de l'annonce. Encore une fois, si jamais t'archives tout pour nous ramener une annonce, que c'est un truc qui a été déjà vu et revu, ouais, t'aurais mieux fait de laisser tes posts. Et si jamais c'est pour annoncer quelque chose d'assez costaud, ouais, why not, tu vois. Tu penses pas qu'à force de faire ça, ça perd toute originalité et tout sens de faire ce genre de truc? Ouais, mais en même temps, on relaie. Oui. Ça marche. Une fois qu'ils le font, on fait tous notre post à Twitter où tout le monde relaie. Donc c'est que ça met de la lumière là-dessus. Donc je vois de plus en plus de gens qui sont fatigués un peu par ce truc-là, qui critiquent un peu. Et justement, un peu dans cette ligne-là, je vais te demander aussi, qu'est-ce que tu penses toi, du niveau de communication des rappeurs? Est-ce que c'est pour toi à la hauteur aujourd'hui de la stature qu'ils peuvent avoir un peu dans notre paysage culturel? Ça dépend, mais tu sais, il y a eu un truc qui a tout changé dans le rap, c'est la venue de PNL. Et tout ce qui est toute la communication qu'ils ont créée autour et tout le mythe qu'ils ont créé autour de leur musique et de leur personne, qui fait qu'aujourd'hui ça a poussé tout le reste des rappeurs et des rappeuses à essayer d'être le plus original possible, etc. Donc c'est un peu la course à ça. Il y en a qui y arrivent très bien, il y en a qui se plantent. Après voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, ils tentent. Mais je pense que aujourd'hui plus qu'avant, la musique juste la musique ne suffit pas. Il faut forcément que tu réussisses à créer quelque chose autour et on est un peu dans cette ère-là. Ok, super. Bah écoute, je te remercie. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans l'ère du rap cagoulé? Un petit peu. Il y a toujours un rappeur cagoulé quelque part. D'ailleurs, il y en a un, JRK. JRK 19 qui est cagoulé dans les 11 à suivre. Merci, Ahmad, d'avoir été avec nous.